Bonjour, nous venons d'apprendre que le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, ne sera plus responsable de cette région et que ce sera dorénavant le ministre responsable de la Mauricie qui sera responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour une deuxième fois, le premier ministre ignore les 3 députés de la CAQ de l'Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas pourquoi cette région ne pourrait pas avoir un ministre responsable de cette région qui est sur ce territoire. Après tout, le thème qui était promu par la CAQ dans cette région, c'était être du côté du pouvoir, près du pouvoir. Mais là, le pouvoir, il n'est pas à Rouyn-Noranda, il n'est pas à Val-d'Or, il n'est pas à Amos, il n'est pas à Ville-Marie, puis il n'est pas à Sainte-Terre. J'avais pensé à Sainte-Terre. Il est à Trois-Rivières. Alors, je ne sais pas ce que ça dit sur l'estime qu'il porte à cette région, et c'est la même chose en Gaspésie. 2 députés de la CAQ, aucune, il y a une femme et un homme, sont ministres responsables. Comme représentant d'une région et pour avoir été ministre responsable d'une région, je peux vous dire que c'est très important qu'on ait quelqu'un à la table du Conseil des ministres qui habite le territoire et qui plaide pour nous. Donc, je profite de cette occasion pour réitérer à ces 2 régions, l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie, les îles de la Madeleine, toute notre considération et notre incompréhension que le premier ministre ne fasse pas confiance aux députés de sa formation politique. Et très rapidement, une motion sera déposée ce matin concernant les nominations partisanes. Et on va rappeler qu'au début du gouvernement Legault, en 2018, le premier projet de loi qui devait être déposé en était un sur les nominations partisanes. Il n'a jamais été déposé. Et ça donne quoi? Aujourd'hui, un ancien député et président de la CAQ est nommé à un poste parce qu'il est un ancien député et président de la CAQ. Merci. Et sur ce, nous prendrons vos questions. Changement de ministre-là qui est quand même mineur, mais est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous... Écoutez, quand ils ont fait campagne dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue, l'enjeu, c'était de dire on va être du côté du pouvoir. Puis ils ont gagné. Mais là, aucun des 3 députés, puis c'est les premiers qui doivent le déplorer, et leur population aussi, se disent ça a donné quoi d'élire 3 caquistes? Il n'y en a même pas un qui peut siéger au Conseil des ministres. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça pour cette région? Autant le Parti libéral que le Parti québécois ont toujours eu un ministre responsable, parfois 2 même. Je me souviens de Rémi Trudel et François Gendron en même temps. Donc, c'est très important, surtout pour une région comme celle-là. Alors, j'ignore les raisons qui font en sorte que le ministre Lacombe n'est plus ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était pas une bonne idée. Mais que le centre de pouvoir passe de Gatineau à Trois-Rivières, c'est pas mieux. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on dit à la population? On a regardé le Conseil des ministres, puis je pense qu'aucun des 3 devrait siéger. Je pense que les députés devraient être considérés dans cette région. Là, soit nommé ministre régional, il faudrait que le premier ministre leur donne un portefeuille. Normalement, la responsabilité d'une région vient avec un portefeuille. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au départ? Pourquoi il y a tant de ministres en Montérégie? Pourquoi il n'y en a même pas un en Gaspésie et en Abitibi? 2 régions importantes. Alors, quand ils disent on est le parti des régions, lâchez-moi que les régions. Je veux dire, si c'est important, tu nommes du monde qui va défendre ces régions-là au Conseil des ministres. Et c'est ça que ça donne. On va entendre M. Lacombe s'exprimer, puis M. Boulet tantôt. Ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les raisons. Mais donc, si je reviens à mon argument au fait que ça prend un portefeuille, est-ce que M. Legault devrait plutôt en profiter pour faire un remaniement? Qu'est-ce que je vous ai dit avant la semaine? Je pense que ça ne serait pas prématuré qu'ils puissent, en fait, considérer ces 2 régions-là. Je fais plusieurs fois, je le dis, là. Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue, ces 2 régions qui, je pense, ont encore besoin de la considération de l'État. Alors, qui considère ça, s'il fait remaniement. Si on fait ça, il faut dégommer un ministre à quelque part. Oh, il y a le choix. Alors, vous dégommeriez qui, vous? Je vais le dire en privé, M. Legault. Nous autres. Ce serait une occasion pour faire... J'ai encore mes canaux avec le premier ministre. Faire un ménage, donc, au Conseil des ministres, peut-être. Corriger une erreur. Pas de ministre en Abitibi-Témiscamingue, pas de ministre en Gaspésie, c'est pas une bonne idée. Puis à l'époque, Bernard Landry puis Pauline Marois, premier ministre du Québec, étaient à la tête des comités de relance de la Gaspésie. On est loin de ça. Mais c'est pas la compétence qui doit être primée? Ça prend les 2. Il y a de la compétence dans la députation et la compétence puis la représentativité régionale. Et ces 2 régions-là sont orphelines de ministres sur leur territoire et je trouve que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a dit sur la compétence? Écarté, lui. Il a déjà siégé au Conseil des ministres. Qui? Pierre Dufault. Est-ce qu'il devrait retourner? Est-ce qu'il devrait y retourner? Ça, c'est la prérogative du premier ministre. Je dis que ça prend quelqu'un dans cette région-là. Demander à n'importe quelle organisation importante de l'Abitibi-Témiscamingue, on lui parle, nous autres. Je dis, ça nous prendrait quelqu'un autour de la table. On en a 3, là. Prenez-en un.
Ils sont venus en délégation ici, faire des représentations, ça n'a pas passé. Là. Je pense que j'avais pas mal la réponse que ça marche pas. Là. Si je reviens au cas de M. Le Bouillonnec, est-ce que, selon vous, il a toutes les compétences qu'il faut pour occuper le poste, là, au-delà du fait que c'est une nomination partisane, selon vous? Il s'y connaît en commerce électronique. Là. Il y avait, je pense que c'est connu qu'il y avait un enjeu, il y avait une plateforme qui permettait le jeu, si je ne me trompe pas, et le prêt à des taux usuraires qui étaient interdits au Québec, mais qui étaient légaux dans le reste du Canada. Alors, je ne sais pas quelle expertise il a, mais manifestement, c'est quelqu'un près de la CAQ qui est récompensé pour une deuxième fois par une nomination partisane. Une nomination qui paraît mal, donc, selon vous. Une nomination partisane, qu'on nous prouve le contraire, qu'il n'y avait personne d'autre de plus compétent que M. Le Bouillonnec pour faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc Tanguay qui dit que le ministère des Ricaires, c'est une vraie porte tournante? Aussi, mais je veux dire, je l'ai entendu sa réponse, mais là, je ne veux pas dévier du fait que la personne qui est nommée là l'est nommée par son affiliation politique. Je veux réitérer que la CAQ faisait tellement la leçon. On dit que leur premier projet de loi serait ces nominations partisanes et ils ne l'ont jamais fait. Alors, je m'adresse au polymètre de l'Université Laval qui juge des promesses tenues ou non tenues. Rajoutez celle-là. Saint-Pierre Plamondon, pardon. Monsieur Tanguay dit que vous êtes déconnecté là, de nous parler d'un budget de l'an 1, de monnaie, de l'armée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que je suis obligé de répondre? Oui. Laissez-moi chercher. Laissez-moi chercher quelque chose à répondre à ça. Sur qui M. Tanguay est-il connecté? Écoutez, on fait ce qu'on a à faire, on le fait le mieux possible. Et si des gens veulent faire de la politique négative ou parler de leur connexion, ce sera à M. Tanguay de nous expliquer il est connecté à qui dans cette histoire-là. Mais certainement pas là, à bon nombre de Québécois qui réfléchissent à leur avenir, puis c'est normal. Vous avez vu cette semaine le nouveau nationalisme du PLQ s'exprimer dans leur prise de position? Mais c'était une constitution qui permettait aux anglophones de passer à l'attaque, si je me souviens bien. Hein? Constitution libérale. Constitution libérale, Ah oui, c'est ça qu'ils ont dit. qui permet aux anglophones de passer à l'attaque, c'est ce que j'ai retenu. Donc, je vous laisse qualifier ce que ça veut dire en termes de nationalisme et de réaction dans l'électorat francophone. Une constitution ne devrait ni être péquiste ni libérale. Là. C'est les fondements d'une société. Et l'expression « passer à l'attaque » m'a surpris. Est-ce qu'il a tué ce projet-là pour le PLQ, M. Tanguay, en parlant d'une constitution libérale? Je ne sais pas à quel point c'est utile de commenter là, ce que dit le Parti libéral en matière de constitution. Là. Je n'ai rien à déclarer là-dessus. Oui. Concernant l'interdiction des saveurs dans le vapotage, le règlement entre en vigueur le 31 octobre, j'ai un collègue qui s'est rendu à Kanawagé récemment, là, où on s'en cache à peine. On est en train de se stocker pour répondre à la demande, contourner le règlement de Québec. Est-ce qu'on devrait traquer ces revendeurs-là? Il y a ça. Il y a aussi le fait que les grandes firmes de tabac mènent actuellement une campagne là, pour promouvoir les saveurs, alors qu'ils savent très bien que ce sera interdit très bientôt. Alors, il y a évidemment là, une contestation de l'ordre établi du pouvoir législatif de Québec. Et je pense que le gouvernement doit en prendre acte et agir, parce qu'on ne peut pas permettre, justement, là, que des contournements de la loi de cette façon-là. Je pense que ça fait consensus là, d'interdire les saveurs, que des contournements de la loi là, soient faits à gauche et à droite comme ça. Moi, j'appelle le gouvernement à sévir et à agir. Ouais. J'aimerais juste une question sur l'Organisation internationale de la francophonie. Encore ce matin, on parle d'un climat toxique, même de dictature à l'OIF. La ministre Biron, est-ce que c'est le temps qu'elle se penche sur l'argent qu'on envoie à cette organisation? Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle et visiblement le changement de secrétaire général n'a rien changé. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà eu des allégations du temps de Michaël Jean. Et là, ça dure, ça perdure et il y a des rapports accablants qui ont été déposés, qui n'ont pas été rendus publics. Je pense que l'émission Enquête en a eu une copie. Moi, je pense qu'il est plus que temps que le gouvernement du Québec, qui finance
l'OIF, exige une reddition de comptes complète avec ses partenaires. Et on vient de nommer Caroline Saint-Hilaire au sein de l'OIF. Et elle dit que c'est pas vrai. Alors moi, je pense que j'avais espoir, en fait, qu'une nomination nouvelle pouvait permettre un éclairage nouveau et neutre. Et je trouve qu'on on continue encore dans cette spirale-là de manque de transparence, d'opacité, de manque de reddition de comptes, et c'est inacceptable, ça reste des fonds publics. Si vous permettez, avant de sauter en anglais, je voudrais quand même dire un mot sur le projet de loi 31 et sur la crise du logement. La crise du logement, le gouvernement l'a nié pendant plusieurs années. Ce qu'on a fait depuis, on a aboli le programme Accès Logis. On a mis en place un programme pour les habitations abordables qui ne fonctionne pas. On a déposé en juin un projet de loi et là, on arrive pour l'étudier et on n'est pas préparé, on n'a pas fait nos devoirs et on est en train de le réécrire littéralement. C'est absolument inacceptable ce qui se passe actuellement. Et moi, j'ai bien hâte de voir à un moment donné, lorsqu'on va enclencher le travail, si on va devoir retourner en consultation publique, parce que si le projet de loi a changé à ce point-là, parce qu'on a fait les choses tout croche, mais à un moment donné, il va falloir aussi donner la parole à ceux qui défendent le logement social notamment. Là. Alors, c'est très mal parti. Et puis, qu'on ne se plaigne pas après ça, qu'on pose des questions, puis qu'on veut que le projet de loi soit amélioré. Ça prendra le temps que ça prendra. On a perdu 3 jours. Est-ce qu'il y a un changement selon technique? Hein? Moi, je demandais juste, avez-vous été convoqué à une séance technique pas sur encore. les amendements? OK, pas encore. Puis est-ce que selon vous, il y a des changements sur toute la question de la session de bail? Bien, ce serait le changement à faire si on avait véritablement tendu l'oreille là, aux propos qui ont été tenus par tous les gens qui sont, ou à peu près, là, à part là, les défenseurs des propriétaires. Sinon, il y avait un consensus assez large. Et ça semble être la seule chose là, qu'on veut maintenir à l'heure actuelle de ce qu'on en comprend. Vous n'avez pas la nature, en fait. Vous avez juste le nom, je pense que c'est 24 sur 38. Le nombre d'amendements, moi, je n'ai pas le chiffre exact. Ce que je sais, c'est que le gouvernement, la ministre s'est présentée en commission sans avoir l'aval du Conseil des ministres pour des changements majeurs à un projet de loi qui a été déposé en juin. On a passé l'été à quoi? Sur la plage. Puis aujourd'hui, on arrive, puis on n'est pas prêt, alors que la crise du logement continue de sévir. Puis c'est le seul geste que le gouvernement a daigné poser. Puis on doute des résultats. Parallèlement, tout le monde est en attente et la crise continue de sévir. C'est-à-dire que c'est majeur, c'est la quantité. Bien, c'est le fait qu'on soit pas prêt. Vous connaissez la nature des changements. Non, on nous a dit qu'il y avait une quantité importante d'amendements. On n'en connaît pas la nature, effectivement. Merci. McGill University decided to put on pause a $50 million program, francization for student staff. Basically, the aim of this program was to integrate more fully into Quebec society. Is it a bad strategy or bad negotiation strategy for McGill to have said, okay, we'll put that program on pause because after the Legault government's decision on university tuition? Well, it looks like retaliation, in which case we need to ask, should the government take back the $1 billion gift for the Royal Vic? I mean, let's continue in that logic. Where does it lead us? So if the program was legitimate and useful, why that kind of reaction of retaliation? I think it's very difficult to defend and a bit embarrassing. On Abitibi, the fact that now there is a switch with another minister, what message does that send to people in Abitibi? We have people that reacted strongly because a minister was not coming from that region. We even had your colleague crying on TV about that. Like, it was very painful. Well, we need to ask ourselves, is it because there's a lack of competency, of skills in the elected representative MNAs from the Abitibi? Or is it because the government really don't care about Abitibi? Which one of the two possibilities are we looking at? Same thing in Gaspésie. But it really, like from the population standpoint, really raises the question. We were told that voting for the CEQ was voting for regional power, for more power through the government, and at the end, we don't even get a voice. We don't exist. Either because
the people we elected are not competent enough to do that job, or because we have competent people, but Abitibi is not important enough. In both cases, not good, not acceptable. There's a study that was published yesterday by the IRAI, écrit par Monsieur Marceau, written by Mr. Nicolas Marceau, which concludes that tout laisse croire que le Québec souverain serait riche et que les finances publiques seraient en santé. Did Mr. Marceau scoop you guys, or? Well, my understanding is that we're looking at a study based on figures in 2019. So our study starts with figures in 2021, 22, and moving forward. So of course you'll see slight differences then in the calculations. I'm not sure neither if this methodology is the exact same. We are taking back the exact same methodology than François Legault many years ago. But at the end of the day, it's because the exercise has been done 6 times and there's been 150 studies on that topic overall. And the conclusion historically has always been the same. So, but it's still very interesting. It's still very interesting to try to put figures on how much chevauchement, how much double work overlaps we're dealing with and what is it worth. To see as well the transfer payments topic together with the debt that Canada has taken for each of these years. Because obviously, if you get transfer payments, but at the same time, Canada undertakes a debt of 40 billion, and at around 20% of that debt is ours, is Quebec's debt. Well, it's interesting through the exercise to see when you take all these factors into account, when you don't try to isolate just one variable to try to scare people, what's the calculation at the very end? It's a useful exercise. People usually accuse the PQ of not wanting to take on Quebec's share of the national debt. That's often one of the tactics that's used. The way the document is structured, we take our fair share of the federal debt, and it's important to state again that when the federal government takes debt, it's not somebody else's money, it's not somebody else's debt. When the federal sends a check, it's not a foreign country that sends you a check. It's your own tax income that comes back from Ottawa, the same money that you sent to Ottawa. And sometimes people don't understand that if Justin Trudeau loses control on deficits, it is actually our debt, and it needs to be taken into account. Your numbers start in, did you say your numbers start in 2020, you said? 21. 21, okay. Do we have 2020 in the... So the calculation starts with... Okay, and Marceau's in 2019, eh? Exactly. Okay. So you'll see variations, but at the same time, it's interesting to see how it's evolving. Just generally, though, on the sovereignty debate, I mean, there might be people out there who say, with all the problems that Quebec is experiencing right now, maybe we can put this aside for a little bit. What would be your reaction to that, to that criticism? Well, basically, the fundamental missions of a state are in jeopardy right now. We have problems in the healthcare system. We have problems educating our kids and providing basic social services. And it used to be that the federal had surplus and would send back money through transfer payments. Over time, they realized that it's not very lucrative from an electoral standpoint to do that. And so they created new jobs, new programs, new ways of spending within the provincial powers. And yet, the pressure on education and health is growing at the provincial level. So when you realize that under Trudeau, the amount of spending on public service grew by 40%, then you realize that there's a problem in balancing the fundamental missions of governments towards the people, and on the other hand, missions that or services that are not existent. What does Santé Canada, Health Canada provide me as a citizen? What services? Transportation Canada, Patrimoine Canada,
Like, we have trouble doing things that are fundamental for our kids and our elderly people, yet we have unlimited spending at the federal level on things that doesn't bring any service, and when they do bring a service, like the passport, it's a mess. So that's what I have to say. If we bring back money, we will spend it on fundamental missions, not on missions that help the federal government grow and have more influence in provincial competencies, jurisdiction.